Ce matin, c'est lundi et comme tous les lundis, ça bouge beaucoup sur le pétrole puisque ce matin, le pétrole perd 5%. 5% d'un coup sur un seul week-end ou même juste sur l'ouverture de tout à l'heure. Et j'imagine que vous savez pourquoi. Oui, parce que deux pays qui se bombardent cordialement depuis 2 semaines ont décidé de ne pas se bombarder pendant on verra combien de temps. Oui, c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de signature, il n'y a même pas de poignée de main. Il y a juste 2 jours de silence et Wall Street a décrété que la guerre était finie. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, il y a un article qui est sorti dimanche, un seul, que quasiment personne n'a relié au reste, et cet article pourrait expliquer la vraie raison pour laquelle les Américains ont arrêté de tirer. C'est pas de la diplomatie, et je vous le garde pour dans 3 minutes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du lundi 27 juillet 2026. Je suis Thomas Veillet. On est lundi, oui, et j'ai passé mon week-end à lire des trucs qui m'ont, un poil agacé. Oui, parce que ce matin, on a le grand classique, le rebond programmé du lundi, ce moment magique où les futurs sont verts, où tout le monde se félicite et où absolument rien, mais alors rien n'a changé dans le monde réel. Aujourd'hui, on va parler de 3 guerres, d'un stock de missiles, d'une action chinoise qui a fait plus 470% ce matin, de Nvidia qui garantit la dette de son propre client. Et je vais finir par un chiffre, un seul chiffre, qui, à mon avis, c'est le truc le plus flippant de l'année, dont personne ne parle. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on reprend depuis le début, calmement, parce que ce matin, j'ai besoin de me calmer. Vendredi soir, donc, Trump met en pause la campagne aérienne contre l'Iran. Samedi, rien. Dimanche, rien. L'Iran qui applique la doctrine du œil pour œil, dent pour dent, arrête aussi, ce qui est assez logique. Et sur Fox News, on nous explique que le président donne un peu d'espace aux discussions. Un peu d'espace. Et le marché, ce type formidable qui a toujours l'enthousiasme d'un Golden Retriever, traduit ça immédiatement par accord de paix historique, réouverture d'Ormuz, retour de l'inflation à 2%, Noël en juillet et champagne pour tout le monde. Bon, maintenant on va respirer 2 minutes et regardons vraiment ce qui se passe sur le terrain. Le blocus naval américain, je cite le CENTCOM, pas un mec au hasard sur X, reste pleinement en vigueur. 12 navires commerciaux ont été détournés, 2 ont été mis hors d'état de naviguer, 2 sont arraisonnés, et pendant ce temps-là, les gardiens de la Révolution postent sur Telegram qu'ils ont établi une autorité complète sur le détroit d'Ormuz et forcé 6 bateaux à jeter l'ancre. Si ça, c'est une désescalade, je sais pas ce que c'est une guerre totale. Et alors attendez, c'est pas fini, parce que pendant que le marché fête la paix, les Houthis balancent des missiles sur Jizan et Yanbu. Yanbu, c'est pas n'importe quoi, c'est le terminal qui permet au pétrole saoudien de contourner Hormuz. C'est littéralement la porte de sortie de secours. Ils sont en train de taper sur le seul moyen de se casser de là-bas. Les Saoudiens répliquent sur Marib, les 2 camps sont mobilisés et le cessez-le-feu yéménite de 2022, pouf, parti en fumée. Et le bouquet final, l'Ukraine a bombardé des navires iraniens en mer Caspienne. Et Téhéran a posté sur X, je cite, « Ce que le pic-assiette de Kiev a fait ne peut pas rester sans réponse ». Je vous laisse deviner qui est le pic-assiette selon Téhéran. Alors, récapitulons. La dernière fois que les Américains et les Iraniens se sont assis dans un hôtel de luxe pour fabriquer une paix à 2 balles, il y avait un front. Aujourd'hui, il y en a 3. Mais les futurs sont en hausse de 0,7% parce qu'on va se parler. Et le pire, c'est que je commence presque à comprendre pourquoi. Ce que les investisseurs veulent croire est assez simple. Ils veulent croire que la prime de risque géopolitique est une erreur temporaire dans un monde parfaitement rationnel où les actions ne font que monter tous les jours. Chaque pause militaire est traitée comme une conclusion. Chaque silence comme un traité de paix. C'est la même mécanique depuis 40 ans que je fais ce métier. Le marché ne price pas la réalité, il price la version de la réalité qui lui permet de continuer à faire monter le marché. Donnez-lui le moindre petit prétexte et il s'y accroche comme DiCaprio sur le Titanic. Et d'ailleurs, en parlant de trucs qui coulent, il y a cet article du week-end dans le Wall Street Journal, celui de dimanche. Et cet article ne dit pas que Trump a arrêté de bombarder pour des raisons diplomatiques. Il dit qu'il a arrêté de bombarder pour des raisons de stock.
Imaginez bien la scène. Vendredi dernier, l'armée américaine était prête à lancer une campagne intensive de 10 à 14 jours. Les avions étaient déployés, les pilotes étaient sanglés dans leur siège et les missiles étaient accrochés sous les ailes. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a ressorti le tableau Excel des munitions. Le chef d'état-major a expliqué à la Maison-Blanche que les stocks d'intercepteurs, les Patriotes, qui servent à ne pas se prendre un missile sur la gueule, fondent à vue d'œil. Estimation, au moins 1500 Patriotes ont été consommés depuis le début de la guerre et il en resterait moins de 1000. Moins de 1000 Patriotes. La première puissance militaire de la planète aurait mis sa guerre en pause parce qu'elle est à court de munitions. Et le détail qui tue, la Maison-Blanche n'a pas démenti, elle a juste fait savoir aux rédactions que publier les chiffres réels mettrait en danger la sécurité nationale. C'est la manière la plus élégante que je connaisse de confirmer une information sans la confirmer. Surtout, publiez pas ce chiffre qui n'existe pas et qui de toute façon est faux. Trump, lui, il a déclaré « Fake news, fake news ! Nous avons plus de munitions que quiconque au monde et bien plus que ce que nous avons réellement besoin. » Bien sûr, évidemment, évidemment. Et moi, j'ai pas de cheveux blancs. Mais maintenant, remettons les morceaux ensemble. Regardez la chaîne logique du marché ce matin. Le pétrole baisse parce qu'on ne bombarde plus. On ne bombarde plus parce qu'on n'a plus assez de missiles pour se défendre. Donc, l'absence de missiles est un signal haussier. C'est la première fois de ma carrière que je vois une pénurie de munitions traitée comme une bonne nouvelle macroéconomique. Et vous savez quoi? C'est même pas le truc le plus absurde de la matinée parce qu'à l'autre bout du monde, à Shanghai, il vient de se passer quelque chose d'encore plus fou. Oui, ce matin, à Shanghai, une boîte qui s'appelle Chongqing Memory Technology est entrée en bourse. Le champion chinois de la DRAM, la mémoire, les puces qui font tourner l'intelligence artificielle et qui excitent les investisseurs depuis 3 mois. Le truc hyper tendance, le truc qui a 8 millions de vues sur TikTok quand tu expliques comment devenir riche en traitant les puces mémoire avec du levier. Ce truc est donc sorti à 8 yuan 66. Premier prix payé à l'ouverture, 49 yuan 50. Plus 470% en moins de temps qu'il ne faut pour dire « Bull market !» La capitalisation boursière est passée de 85 milliards de dollars à 487 milliards à l'ouverture. En une matinée, CXMT devient donc la plus grosse capitalisation boursière de Chine, devant ICBC, une boîte de mémoire qui vaut plus que la banque qui gère l'épargne d'1,4 milliard de personnes. Alors comment on fait ça ? Le détail que personne ne mentionne vraiment dans les titres, c'est que seulement 6,73% du capital est flottant. Le reste est verrouillé, comme SpaceX. Donc c'est pas une valorisation, c'est une illusion d'optique. Vous prenez un flottant de la taille d'un timbre-poste et dessus vous y jetez une foule de particuliers, de retailers chinois surexcités et vous fabriquez en 4 heures une des plus grosses capitalisations de la planète sur un dixième d'entreprises réellement échangeables en bourse. Dans le monde des cryptos, on dirait que c'est un pump and dump, mais dans le monde des actions, on appelle ça une IPO. Bref, les puces mémoire, c'est officiellement le nouveau truc qui ne peut pas baisser, sauf que vendredi, ça baissait quand même. Oui, vendredi, les semi-conducteurs se sont fait massacrer, le SOX perdait 4,25%, le Kospi moins 5,7%, et ce matin, il en remet une petite couche. Et la question la plus posée sur les desks vendredi était « Mais pourquoi les semis souffrent autant ?» Si on doit donner une réponse honnête, il n'y a pas vraiment de coupable unique, il y a une accumulation. L'arrivée de CXMT ce matin, et rumeurs sur Apple qui discuterait avec les Chinois, et surtout un doute qui grossit sur le financement du CAPEX de l'IA, et on y revient dans 2 minutes. Mais le vrai signal, c'était Intel. Jeudi soir, Intel a publié ses résultats et attention, meilleure croissance de chiffre d'affaires de la boîte depuis 15 ans, des résultats meilleurs que prévu sur toute la ligne, une vraie résurrection. Le titre explose after close et Jim Cramer déclare même à la télé qu'Intel, c'est the place to be. Vendredi, ouverture presque inchangée, et puis ça glisse plus vite et ça dégringole. Clôture moins 7,89%. On notera au passage que Jim Cramer reste un des meilleurs indicateurs inversés du marché. C'est presque un service social. Mais surtout, retenez le principe de base. Quand un marché n'arrive plus à récompenser une excellente nouvelle, c'est pas la nouvelle qui pose problème, c'est le marché lui-même. Ça veut dire que le prix était déjà dedans et bien au-delà, et qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et c'est exactement le genre de signal qu'on regarde poliment pendant 6 mois, avant de le citer dans les rétrospectives dans 8 mois, en disant « On a quand même dû voir venir ». Bon, maintenant, asseyez-vous calmement, tranquillement, parce que là, il faut quand même prendre la chose relativement lentement. Il y a une info qui est sortie ce matin.
Nvidia serait en discussion pour apporter une garantie financière d'environ 250 milliards de dollars à OpenAI pour qu'OpenAI puisse louer un data center de 10 gigawatts dans l'Ohio, développé par la filiale énergie de SoftBank. Jusque-là, ça va. Le coût potentiel du projet pourrait monter à 500 milliards, et c'est pas fini, parce qu'NVIDIA, en plus, discuterait d'un montage séparé de 350 milliards pour financer l'achat de ses propres puces. On va relire ensemble très lentement. Donc le fournisseur garantit la dette du client pour que le client puisse acheter les produits du fournisseur. Et pourquoi il faut faire ça? Eh bien parce qu'OpenAI n'a pas de notation investment grade. Autrement dit, les prêteurs, ces gens absolument insupportables qui posent des questions avant de prêter un demi-milliard, trouvent le dossier un peu léger. Moody's a un mot pour décrire ce type de montage. Il appelle ça la circularité. Et l'agence Moody's ajoute que ces accords amplifient un risque déjà significatif si la demande massive projetée pour les produits IA ne se matérialisait pas. Traduction, si la musique s'arrête, tout le monde tombe en même temps parce que tout le monde est attaché à tout le monde. Alors, je vais vous raconter un truc parce que ça, moi, je l'ai déjà vu. Enfin, je suis pas tout seul à l'avoir déjà vu, mais si vous êtes comme Charles Aznavour, vous savez que ce genre d'histoire, c'est le genre d'histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc on revient en 1999. Lucent, Nortel, Cisco, ces boîtes prêtaient aussi de l'argent à leurs propres clients pour que ces clients puissent leur acheter du matériel. Ça portait un nom très très respectable à l'époque, ça s'appelait le vendor financing. C'était dans les rapports annuels et les analystes trouvaient ça hyper intelligent. Ça a très très bien marché, jusqu'au jour où ça a plus marché du tout. Et je précise, parce que je suis pas là pour vendre l'apocalypse, aujourd'hui la demande est réelle, heureusement. Google Cloud fait plus 82% sur ses revenus, le carnet de commandes est blindé, 514 milliards, les tarifs de location des GPU montent sur toute la courbe, personne ne construit des data centers vides, contrairement à l'époque. Le problème n'est donc pas la demande. Le problème, c'est comment on finance. Les 6 grands hyperscalers vont dépenser autour de 750 milliards de capex cette année et près de 1000 milliards l'année prochaine. Ça représente 92% de leur cash flow opérationnel attendu. Alphabet vient de relever sa prévision de 15 milliards, tout en affichant un cash flow négatif de 6 milliards, on l'a vu la semaine dernière, et la boîte qui passait sa vie à racheter ses actions vient de lancer une levée de fonds propres massive. Voilà donc la phrase à retenir. La demande est là, mais elle est financée à crédit par des gens qui se garantissent mutuellement. Historiquement, ça tient très bien. Comme disait l'autre, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin. Bref, qu'à la fin. 2 mots sur Tesla parce que c'est la même histoire dans un autre costume. Tesla a foiré son trimestre, même en vendant plus de voitures, le titre perd 30% depuis le mois de janvier. Mais le trimestre, globalement, on s'en fiche. Le vrai sujet, c'est que Tesla, à ce niveau-là, se paye encore 170 fois les bénéfices, quand le reste des Magnificent Seven se paye autour de 24-25. Cette prime-là, c'est pas de la finance, c'est pas un calcul financier, c'est juste de la foi. Et c'est la capacité d'un seul homme à vous vendre un futur avec assez de conviction pour que vous le payiez aujourd'hui. Et alors maintenant, le détail à sortir au prochain apéro pour frimer, le titre a baissé 7 fois plus que l'objectif de cours moyen des analystes. 7 fois. L'objectif n'a reculé que de 8 $. Il n'y a eu aucun downgrade ces derniers mois. C'est donc pas Wall Street qui est en train de vendre Tesla aujourd'hui. C'est tous les fans, tous les croyants. Et quand les fans et les croyants doutent avant les analystes, c'est peut-être que quelque chose a changé à l'intérieur du scénario de Tesla. Cela dit, honnêteté totale, on a déjà enterré Musk une dizaine de fois, de mémoire en 2018, en 2019, en 2022 en tout cas, et ça s'est jamais passé comme prévu. Il a tué les shorts derrière. Et maintenant, donc, le truc, celui que je vous avais promis au début, il y a un chiffre qui est sorti dont personne ne parle parce qu'il n'est ni sexy, ni tweetable, et qui ne fait pas de jolis graphiques tout verts. Ça s'appelle les Net Credit Balance. En juin, ça a replongé de 70 milliards, record absolu, moins 1060 milliards de dollars. Alors qu'est-ce que ça mesure exactement? Eh bien, ça mesure la dette sur marge des investisseurs. Donc on compare le cash qui dort sur les comptes par rapport à la dette et ça donne une idée. En français, ça veut dire
combien les gens ont emprunté à leur courtier pour acheter des actions. Et cette dette toute seule a explosé de 895 milliards depuis le août 2022. Et elle atteint aujourd'hui 1500 milliards. C'est un record. Maintenant, le détail qui fait mal, et celui que je veux que vous reteniez, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que en 2008, en pleine crise des subprimes, ce même chiffre, au moment où le système financier mondial a failli littéralement imploser, eh bien, ce solde est resté positif. Ça veut dire que les gens avaient plus de cash que de dettes. Et ils se désendettaient, ils avaient peur, ils planquaient leur argent. Aujourd'hui, en 2026, au sommet de la montagne, avec des valorisations stratosphériques, ils empruntent pour parier qu'on va monter encore. L'appétit pour le risque chez les investisseurs n'a jamais été aussi élevé. Et c'est très précisément dans cette configuration qu'une baisse de 8% se transforme en baisse de 25%, parce qu'avec du levier, vous ne vendez pas ce que vous voulez vendre, vous vendez ce que vous pouvez. Les appels de marge, je peux vous dire d'expérience, n'ont pas beaucoup d'humour et ils ne sont pas vraiment ouverts à la négociation. Alors on résume tout ça. Le marché monte parce qu'on a arrêté de tirer. On a arrêté de tirer parce qu'on n'a peut-être plus de quoi tirer. Le pétrole baisse parce que la paix serait à nos portes, sur 3 fronts en même temps. La plus grosse capitalisation de Chine est une boîte cotée depuis 4 heures avec 6,73% de flottant. Nvidia garantit la dette de son propre client. Les hyperscalers brûlent 92% de leur cash flow. Et les investisseurs américains sont plus endettés qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire pour acheter tout ça. Et la semaine ne fait que commencer. Netanyahou est à Washington demain, la Fed tranchera mercredi avec un patron qui refuse de dire ce qu'il pense et un comité qui menace de le désavouer. Microsoft, Amazon, Meta et Apple publient dans la foulée et le PCE arrive vendredi pour nous dire si le pétrole à 100 $ a laissé des traces ou pas. Autrement dit, le rebond programmé du lundi va rencontrer la réalité programmée du mercredi. Reste plus qu'à acheter, visiblement. Tout le monde le fait. Et à crédit, si possible, c'est ce qui marche le mieux. Jusqu'au jour où plus rien ne fonctionne. Excellent début de semaine à tous. Je serai absent demain matin et mercredi matin parce que c'est l'anniversaire de ma meilleure moitié. Et on se retrouve mercredi soir pour débriefer la Fed. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous ne savez pas, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour ne rien rater de la suite. Et puis vous likez, vous partagez et vous commentez cette vidéo. Nous, en attendant, on se voit mercredi. Belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.